j'ai pris 2 jours de congé, donc aujourd'hui et demain le vendredi 3, je vais en profiter pour faire des vlogs. Et vu ma tronche, vous voyez que je viens de me lever. Aujourd'hui ça va être un vlog 24 heures de lecture, tout simplement parce qu'en fait ça fait super longtemps que je vous ai pas refait de vlog 24 heures de lecture. Ça fait super longtemps tout simplement que je n'ai pas filmé de vidéo suite au décès de ma grand-mère, j'arrive à le dire. Donc voilà ma tête du matin plus ma voix un petit peu bizarre. Pour info, il est 6h41. Je suis dégoûtée parce que j'espérais dormir au moins jusqu'à 7h, 7h30. Mais comme on dit, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc au programme, ça va être... En plus, il fait beau, mais ils ont annoncé mauvais cet après-midi, donc je vais voir. Au programme, ça va être me préparer, déjeuner. Et ensuite, je vais vous présenter mes lectures pour ce vlog. Bon, je vous retrouve, donc j'ai terminé de déjeuner, je me suis préparée, enfin préparée peut-être bien grand mot, puisque aujourd'hui ce sera une journée sans maquillage et pyjama. Il est 8h02, du coup je vais vous parler un petit peu des lectures que j'envisage de lire aujourd'hui. Sachant que petit aparté, c'est vrai que je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais j'ai déménagé il y a un mois et déjà quelques jours quand même, dans un appartement avec mon copain, donc du coup je n'ai plus tous mes livres de mes grandes bibliothèques qui sont encore chez mes parents. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce dimanche, j'en ai une des bibliothèques qui va venir dans l'appartement avec toute ma pile à lire que j'ai réussi à caser dedans. Donc du coup, je suis super contente parce que je pourrai tourner mes vidéos ici et avoir tous mes livres à disposition, ce sera plus simple. Concernant donc mes lectures, alors pour le moment je suis en pleine lecture de Au petit bonheur la chance de Aurélie Vallogne, que j'ai reçu grâce aux éditions Le Livre de Poche, que je remercie. Faut croire que c'était une évidence qu'il fallait que je lise ce livre en ce moment, puisqu'en fait c'était l'auteur préféré de ma grand-mère. Et j'ai toujours une tendance à quand même me lancer pour mes lectures en cours sans lire le résumé des romans. Et il se trouve que là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jean, qui a 6 ans, qui va être tout un été en vacances chez sa grand-mère, parce qu'on est en 1968. Et donc les conditions ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et la mère de Jean, qui s'appelle Marie, va aller à Paris pour essayer de trouver un appartement pour elle et son fils. Donc lui, il va partir chez sa grand-mère, qui s'appelle Mémé Lucette. Et c'est un petit peu compliqué parce que la mamie, elle vit vraiment comme à l'ancien temps, avec les règles très dures, très fixes, alors que le petit garçon est très curieux, maladroit, très drôle en fait. C'est un duo assez de choc. Donc pour le moment, j'en ai lu quoi? J'en ai lu 100 pages, j'en suis au chapitre 21. Donc j'ai lu que ça. Je pense le continuer aujourd'hui. En tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup. Et en fait, j'avais un petit peu peur que le fait de lire une histoire qui parle d'une grand-mère me brasse ou me rende vraiment pas bien, puisque je suis vraiment encore dans le deuil de ma grand-mère. Ça fera seulement un mois qu'elle sera partie demain, donc ce vendredi 3 mai. D'où le fait aussi que j'ai pris des congés pour ces 2 jours-là. Et en fait, c'est vrai que c'est qui tout double en fait. C'est soit ce livre va me faire du bien en me permettant de me rappeler que des bons souvenirs de ma grand-mère et pas les derniers instants, soit ça va m'émouvoir ou me rendre pas bien. Donc je verrai bien, en tout cas pour le moment, il me fait du bien, donc c'est le positif. Ensuite, je me suis quand même pris quelques mangas là en attendant d'avoir ma bibliothèque. Donc je me suis pris Alice in Murderland, donc c'est de Kaori Yuki et c'est aux éditions Pika Éditions. Je pense que vous le savez, mon amour pour Alice au Pays des Merveilles, vraiment c'est un de mes Disney préférés, avec la Belle et la Bête et également Réponse et la Petite Sirène, voilà. Donc Alice au Pays des Merveilles, un de mes Disney préférés, et en fait ce manga me faisait super envie du fait qu'on parle d'Alice dans le monde où il y a du sang, des combats, il me faisait super envie, donc je compte le lire aujourd'hui.
Ensuite, hier, j'étais au Salon du Livre de Genève, donc le 1er mai. Et c'était pas forcément prévu, mais je suis tombée dans un endroit où toutes les BD et les comics étaient à 10 francs, ce qui est vraiment pas cher. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais me laisser tenter, je vais regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Et je suis tombée sur cette BD. Et forcément, moi, dès qu'il y a une couverture sombre, un peu glauque ou gothique, bah c'est mon univers. J'adore les BD de ce style-là, pardon. Donc je me suis pris Héritage de Hans et Gourdon aux éditions Dupuis. Donc regardez-moi cette couverture, je la trouve magnifique. Donc en fait, je vous lis vite fait le résumé. Je m'appelle Nina, je suis une sorcière, mon pouvoir ne se voit pas, il m'accompagne depuis toujours, j'en ai hérité, mes mains en sont les instruments. Ça m'a tout simplement vraiment intéressée. J'ai vraiment envie de savoir de quoi ça parle. Et les couvertures, enfin la couverture est magnifique et les planches sont du même style que la couverture, sont très sombres. Je vous en montrerai quelques-unes tout à l'heure, mais du coup vu que je l'ai chez moi, j'ai pas mes autres BD que je suis en train de lire, enfin que je dois lire puisqu'elles sont chez mes parents, mais il faut que je les ramène. Mais celle-là du coup j'ai bien envie de la lire. Et ensuite un livre que je me suis acheté récemment, que j'avais vraiment envie de lire depuis un moment. Il était dans ma wishlist depuis un bon petit moment. Et comme par hasard, bah, avec ce qui s'est passé avec ma grand-mère, bah, je me suis dit c'est peut-être le moment de le lire en fait, peut-être que ça va m'aider à faire mon deuil. Il s'agit de Ce que nous disent les défunts, sachez capter leur message de Alison Dubois. Si vous êtes fan de la série Medium ou que vous l'avez regardée, vous savez qui est Alison Dubois, c'est celle qui a inspiré la série. C'est une femme qui aide en fait le FBI à résoudre des meurtres. Moi j'ai regardé toute la série l'année dernière, je l'ai finie, ouais. Et j'adore cette série et moi je suis assez curieuse pour tout ce qui se passe du après la mort en fait. Et du coup je me suis dit bah tiens ça tombe bien, je vais me l'acheter. Je vais pas lire, je vais pas lire que ce livre là, mais j'ai envie d'en lire des petits bouts par petits bouts. Donc du coup aujourd'hui j'aimerais bien me lancer dedans et voir si peut-être certains mots de l'auteur, certains conseils pourraient m'aider à avancer dans cette étape de deuil. Du coup, je vous retrouve, il est 9h. Du coup, j'ai commencé à lire Ce que nous disent les défunts, sachez capter leur message de Alison Dubois. J'ai lu 50 pages, j'en suis arrivée au chapitre 2. Comme vous voyez, j'ai déjà mis des petits post-it parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes dont parle l'auteur. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elle quand même nous explique sa vie. Les différents endroits où elle rencontre des personnes qui justement font face à un deuil, puisque là dans ce roman en fait elle nous parle du deuil de son père et de tous les événements qui se sont rattachés autour de son étape de deuil. Et je trouve ça très intéressant parce que du coup elle nous explique comment elle arrive à, comme le dit le titre, capter les messages des défunts. Et du coup c'est vrai que sur certaines choses qu'elle dit, j'ai l'impression d'avoir vécu des choses similaires pour ma part par rapport au deuil déjà de mon grand-père, mais également de celui de ma grand-mère, donc le plus récent. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Là, je vais pas le continuer. Par contre, les chapitres sont quand même très longs. Je veux dire, le chapitre 1... le chapitre 1 fait presque 50 pages à lui tout seul, quoi. Le chapitre 1, c'était tout ça, quoi. Donc, bon, c'est vrai que moi, j'aime bien quand les chapitres sont courts. Après, le livre, il fait 230 pages. Mais voilà, je compte pas le lire entièrement aujourd'hui. Je compte le lire par petits bouts. Noter certains conseils que je trouve bons, dont les post-it. Je pense qu'il va peut-être m'aider à faire une partie de mon deuil. Je dirais pas le faire entièrement, faut pas déconner non plus. J'ai terminé de lire Héritage de Hans et Gourdon aux éditions Dupuis. Donc en fait c'est l'histoire de Nina, une jeune femme qui en fait quand elle est petite, sa grand-mère lui récite une parole et il se trouve en fait qu'elle va hériter d'un don familial et c'est une sorcière. Elle ne le sait pas vraiment, elle sait juste qu'elle a quelque chose de différent par rapport aux autres et que cette chose différente émane de ses mains, mais elle ne sait pas encore vraiment
jusqu'où elle peut aller au niveau de ses capacités. Sauf qu'un beau jour, son petit ami décède. C'est dès le début de l'histoire, je vous spoile rien. Et suite à cet événement, elle va faire la rencontre de plusieurs personnes, dont une confrérie qui pourrait bien l'aider par rapport à ce don-là. Et voilà, je m'arrête là au niveau de l'histoire, du résumé, parce que je peux vite vous spoiler, mais voilà, suite au décès de son petit ami, elle va se rendre compte en fait qu'elle est espionnée, qu'il existe une confrérie par rapport à ses dons, qu'il y a des méchants, etc. Enfin, ce qu'on a comme habitude au niveau des histoires avec du surnaturel. Globalement, je ressors de ma lecture satisfaite, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé l'histoire assez originale, sauf que j'avoue, j'aurais peut-être aimé que les personnes qui ont d'autres dons soient un petit peu plus développées, parce qu'en fait, au final, on n'en rencontre que 2. Et encore, il y en a une où on sait vraiment ce qu'elle fait, l'autre, c'est suggéré. Mais j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de surnaturel et de personnages avec des dons. Parce que là, clairement, l'histoire... c'est vrai qu'elle tourne vraiment autour de Nina. Concernant le personnage de Nina, elle est très sombre, enfin elle est mélancolique, elle est triste, elle a vraiment une âme très triste. Bon, c'est normal, elle a perdu son petit ami, mais voilà, enfin, c'est quelqu'un de pas très joyeux. Alors qu'au contraire, on a son amie Chloé qui, elle, est très joyeuse, très pimpante, très vivante. Donc en fait, elles sont les parfaits opposés. Et même son petit ami dit qu'il est surpris qu'elles soient toutes les deux meilleures amies alors qu'elles sont complètement différentes. Et je suis assez de cet avis-là. Par contre, je suis assez déçue, mais bon, après, c'est les comportements où j'ai un petit peu du mal, de la manière dont elle arrive facilement à passer à un autre mec alors qu'elle vient de perdre son copain. Enfin, je sais pas, quand on est amoureuse, on n'enchaîne pas tout de suite. Enfin, bon, après, c'est mon point de vue, hein. Mais pour le coup, là, j'ai été assez dubitative par rapport à cette scène-là. Concernant les planches, elles sont magnifiques. Elles sont souvent dans les tons assez sombres, dans le style bleu ou marron. On a même parfois du vert. Mais par contre, j'aime beaucoup le côté un peu huilé. Tiens, cette planche vous montrera bien. Je trouve en fait que les dessins sont faits un petit peu dans un style de peinture à l'huile. Donc les images ne sont pas nettes en fait. Elles sont huilées. On a l'impression que les personnages, ils ont sur leur peau comme de la crème en fait, qui fait briller leur peau. Donc je trouvais ça assez original, c'est ce qui m'a fait en fait craquer pour cette BD. Bon bah c'est la couverture, le côté un petit peu sombre et les planches que je trouvais très originales parce que jusqu'à présent j'ai pas lu beaucoup de BD avec des dessins un peu style huilé. Donc voilà, j'ai passé une bonne lecture de BD, je lui mettrai la note de 3 sur 5 parce que j'ai passé un bon moment. Et du coup bah là je vais voir pour écrire ma chronique sur mon blog, comme ça c'est fait. Je vous retrouve, il est 16h. Qu'est-ce qui s'est passé après le repas? Je me suis endormie. J'avais prévu de faire une sieste. Au lieu de faire une sieste de 20 ou 30 minutes, j'ai fait une sieste de 40-45 minutes. Et le réveil a été très dur, donc je me suis bu un café. Enfin bref, je vous passe les détails. Et j'ai traîné sur internet pour me commander des pendentifs en pierres précieuses. Voilà, parce que je suis assez à utiliser des pierres précieuses en pendentifs, puisqu'elles ont certaines vertus. Et du coup, je m'en suis commandée. J'ai traîné aussi sur des sites de revente de vêtements par rapport au cinéma ou aux séries TV. Enfin bref, j'ai fait n'importe quoi. Seulement là, j'ai repris ma lecture de Au petit bonheur la chance. Donc j'en suis enfin arrivée à la page 150, au chapitre 30. Voilà. Et je voulais vous parler d'un passage là que mon grand-père m'expliquait quand j'étais plus jeune et qui me choque toujours autant. Ce livre est vraiment très bien parce qu'il parle de différents sujets où à l'époque de 1968, c'était très tabou. On commençait seulement à vraiment donner des droits aux femmes. On a quand même le sujet du sexisme qui est abordé puisque le petit garçon Jean de 6 ans, pour lui, c'est la femme qui fait la cuisine et l'homme, lui, se charge juste de rentrer, de mettre les pieds sur la table et de lire le journal. C'est en tout cas l'image qu'il a du fait de son père qui est un marin et qui est aussi un homme violent. D'où le fait que sa mère
quitte son père et essaye de leur trouver un foyer à Paris. Et franchement, là, je viens de lire un passage où Jean arrive à l'école et son maître est un maître homme, très dur. On est à l'époque où encore il y a les écoles séparées, elles ne sont pas mixtes. Ça commence seulement à arriver à Paris, mais par contre, au niveau de la province, ça n'est pas le cas. Là où vit Mémé Lucette et Jean, les écoles sont séparées, filles d'un côté, garçons de l'autre. Et pour nous, on n'a pas vécu à cette époque, c'est assez difficile à concevoir. Le maître est du style à donner des coups de règle sur les mains des enfants. Enfin, moi, ça me choque, mais c'est ce qu'ont connu nos grands-parents. Et je reste sur le fait à quelle heure tu as le droit de taper un enfant qui n'est pas le tien, en fait. Il y a d'autres manières d'éduquer les enfants, et j'estime que c'était plutôt aux parents de mettre des fessées plutôt qu'aux enseignants, mais bon, c'est un autre sujet. Mais là, ce qui me surprend aussi, c'est... et c'est ça vraiment qui m'a le plus choqué là pour le coup, c'est qu'en fait Jean est gaucher, et être gaucher à cette époque-là, on est vu comme quelqu'un d'anormal. Et ça, je me rappelle que mon grand-père qui était gaucher m'en avait parlé en me disant que lui, quand il était petit, justement, il recevait des corrections parce qu'il était gaucher, qu'il avait du mal à écrire de la main droite, mais à force de recevoir des coups, il avait réussi à écrire de la main droite, et après il arrivait à écrire des deux mains, sauf que après, forcément, en sortant de l'école, il s'est remis à écrire de la main gauche. Et je me disais, on est dans un monde où il y a des droitiers, il y a des gauchers, et c'est comme ça en fait. On a une facilité à écrire de telle ou telle main, et c'est pas parce qu'une personne est gauchère qu'elle est anormale, c'est juste que voilà, elle a une main plus facile pour faire certaines choses que l'autre. Moi je sais que par contre ma main gauche, quand je dis je suis une main gauche, l'expression pour le coup, c'est l'impression d'être, si on est une main gauche, on est nul, on sait rien faire en fait. Et je comprends un peu mieux du coup pourquoi on disait cette expression, parce qu'à l'époque être gaucher c'était mal vu. Alors que moi, ma main gauche, je suis incapable de faire quoi que ce soit avec. Ma main droite, j'arrive à tout faire, ma main gauche, c'est une catastrophe. Et je me dis, un gaucher qu'on lui impose de faire des choses de la main droite alors qu'il n'y arrive pas, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ça m'a un peu surpris. À quelle heure on peut en punir un petit enfant de 6 ans qui veut juste apprendre, qui a rien demandé d'autre, et de le punir parce que il écrit de la main gauche. Ça m'a surpris. Donc je voulais vous en parler, mais il y a d'autres choses qui me surprennent quand même dans ce roman, parce qu'en plus on s'attache au personnage de Jean. C'est un petit gamin, on a envie de lui faire un câlin et un bisou. Il comprend pas pourquoi sa maman le laisse chez sa Mémé Lucette. En plus, Mémé Lucette, elle est particulière. Elle vit vraiment à l'ancien temps, elle n'a pas l'eau courante, les toilettes, ils sont à l'extérieur, un peu comme dans la petite maison dans la prairie. Elle a pas de frigo, elle met ses œufs, son lait sur le rebord de la fenêtre dans du tissu, du chiffon humide. Donc c'est là où on se dit, on fait un sacré bond en arrière. Alors que sa tante, Tata Françoise, qui est donc la sœur de sa mère, elle a un frigo, elle a l'électricité, elle a l'eau courante. C'est complètement opposé. Alors on a Mémé Lucette qui vit à l'ancien temps, qui va tous les jours au cimetière voir Pépé Marcel, son mari. Et on a Jean qui lui pose beaucoup de questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi mamie elle a pas un frigo. Plein de petits trucs comme ça, et c'est assez touchant ce duo. C'est un duo complètement différent, mais attachant, parce que Mémé Lucette, elle aime son petit-fils plus que tout, même si elle est un peu une dure à cuire, mais c'est parce que elle a vécu à une époque où il fallait quand même être dure à cuire. Elle n'a pas forcément eu une vie idéale tout au long, elle a fait des sacrifices pour sa famille, elle a élevé plusieurs enfants. Et on a Jean qui lui est à grandir sans sa maman qui lui manque beaucoup, et qui intègre l'école, qui ne sait pas écrire à 6 ans, qui a un maître qui est quand même dur. Vraiment on est dans une histoire où on découvre un petit peu comment ça se passait en 1968, et je trouve que l'auteur aborde très bien les sujets. On a également l'avortement qui est abordé, c'est là où on se dit purée, je suis bien contente en fait d'être née en 1994 et de finalement avoir vécu à mon époque. Même si les années 80 m'auraient bien plu au niveau de la musique et au niveau de l'ambiance, ou même le style comme le film La Boum, ou le film À nous les petites anglaises, ça m'aurait plu. Mais finalement, je vais pas me plaindre, j'aime bien être née en 1994 parce que j'ai quand même eu une enfance normale, entre guillemets, une enfance où mes professeurs, mes maîtres et mes maîtresses ne me frappaient pas, ne me punissaient pas de certaines manières dures comme dans Au petit bonheur la chance. Et j'ai eu la chance de connaître le frigo, l'électricité, l'eau courante, plein de trucs où on se dit à cette époque-là c'était compliqué.
ça y est, je suis arrivée à la moitié de Au Petit Bonheur La Chance. Donc j'ai plutôt bien avancé dans l'histoire. Au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, on se rend vite compte en fait que Jean, qui est du coup un petit garçon de 6 ans, grandit très vite et doit faire vite face à la dureté de la vie. Puisque finalement effectivement au lieu d'être juste un été où il est chez sa grand-mère, il va y être bien plus. C'est d'ailleurs ce qui est annoncé dans le résumé. Et c'est vrai qu'on s'attache très vite à ce petit garçon parce que on éprouve de la compassion pour lui et en même temps on en a aussi pour sa grand-mère qui est quand même une dame d'un certain âge et dont le fait de devoir garder un enfant et l'élever, bah c'est pas forcément évident. Je vous en dirai pas plus pour le moment parce que voilà, j'en suis arrivée à la moitié et je veux pas non plus vous donner tous les détails de cette histoire. Moi pour ce soir je vais m'arrêter là puisque je vais regarder un film. Et puis j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous en referai d'autres de toute façon sur la lecture. Bisous!